La cache, chapitre 4. Les premiers jours à la maison ont été pénibles. Ceux qui suivent sont encore pires. Je commence à perdre la boule. Je m'amuse un peu avec ma guitare et contemple les couleurs, mais je me lasse vite. Je ne suis pas très bon, et ne le serai probablement jamais puisque je joue toujours seul. Lorsqu'on est synesthète, on veut généralement garder ça pour soi. Lorsque j'étais petit, je pensais que tout le monde voyait des couleurs avec la musique. Mais lorsque plus tard j'en ai parlé à l'école, les autres se sont moqués, ou pire encore, m'ont traité de menteur. Même ma mère n'y comprenait rien lorsque je lui en ai parlé. Elle m'a amené voir un spécialiste. Il a déclaré que j'avais un don particulier et que je devais simplement en profiter. J'ai décidé qu'il avait raison, mais j'ai aussi décidé de garder ça pour moi. Lorsque j'en ai assez de la guitare, j'essaye autre chose. Mais regarder la télé ou jouer seul à l'ordinateur devient vite ennuyant. Je ne suis pas accro des jeux vidéo, mais je jouais parfois avec des copains de mon ancienne école. Il me manque. Nous gardons le contact en ligne, mais ce n'est pas comme être ensemble. Je m'ennuie tout seul, et ça me ronge. Il faut que je bouge, sinon je vais exploser. Mais je n'ai pas le droit de sortir, même pour quelques heures de lancer au panier ou de hockey de ruelle. J'en viens presque à regretter que ma mère ne me donne presque plus de corvée. Ça vous donne une idée de mon état d'esprit. Elle est passée à l'école et m'a rapporté des devoirs. J'étais si heureux d'avoir quelque chose à faire que je les ai expédiés en quelques heures. Et nous ne sommes que mercredi. Je suis étendu sur mon lit, les yeux au plafond, à planifier mon évasion. Mais quoi faire? Qui voir? Il n'y a rien ni personne. Je donne des coups de poing dans mon oreiller. Puis je jette un coup d'œil autour de moi. Le fouillis est pire que d'habitude. Je n'ai pas encore arrangé ma chambre à mon goût depuis le déménagement. Je me rappelle avoir vu de vieilles étagères dans le garage, du genre qu'on fixe au mur avec des équerres. Je pourrais peut-être les poser dans ma chambre et y placer mes livres et mes CD. J'écoute surtout de la musique sur mon MP3, mais je préfère parfois le son d'un CD. Je ne sais pas pourquoi, mais les couleurs sont différentes. Avec les disques de vinyle aussi. Et lorsque la musique est live, elles sont éblouissantes. Je dégage un coin du plancher pour avoir un espace où travailler. Sous un jean, je découvre le CD de la géocache. Célèbre. Ah, je l'avais oublié celui-là. Pourquoi ne pas l'écouter? Je l'insère dans mon lecteur et commence à ranger les autres CD. Waouh! Le son qui remplit ma chambre est génial. Je suis figé sur place en voyant les courants indigo qui tourbillonnent comme de la fumée dense et sombre. Les haut-parleurs déversent le son d'une guitare acoustique incroyable. Je n'ai jamais rien entendu de tel. C'est sans doute une 12 cordes. Le guitariste sait en tirer le maximum. Des tourbillons bleus alternent avec des ondulations d'un vert profond moucheté de brun. Les CD que je tenais me glissent des mains, sans que je m'en rende compte. Puis une fille se met à chanter. Au début, sa voix est faible, d'un bleu délavé, mais après quelques mesures, elle s'intensifie et prend le dessus sur la guitare. Le bleu est maintenant celui d'un ciel d'été. Je me laisse tomber sur mon lit pour mieux regarder. Au début, le son est tellement envoûtant que je n'écoute pas vraiment les paroles. Puis, je m'intéresse à ce qu'elle dit. Elle parle de lacs, de rivières, de voyages. La mélodie évoque le rose et le doré des levées de soleil, tandis que les mots décrivent un monde inconnu. Lorsque la chanson est finie, je veux la réentendre, tout de suite. Mais avant que j'aie pu bouger mon doigt, une autre chanson commence. Celle-ci est différente. La guitare semble hésiter entre chaque note. Cette fois, ce sont des teintes délicates et vaporeuses de vert, jaune et mauve. Les couleurs d'une vieille échymose. Lorsque la fille commence à chanter, j'ai de la difficulté à comprendre les mots. Je sens qu'elle parle de solitude. Les paroles se glissent entre les notes de guitare, comme si elles se pourchassaient sans jamais pouvoir se rejoindre. On dirait que la musique est aussi expressive que les mots, sinon plus. Je saisis des bribes. On arrive seul et on repart seul. On cherche l'âme sœur sans jamais la trouver. La solitude est éternelle. C'est la chanson la plus triste que j'ai jamais entendue. Il y a un bruit de friture à la fin de la chanson. Comme je pense que c'est la fin du CD, je me lève pour le faire jouer de nouveau. Mais une troisième chanson commence.
Celle-ci est discordante par rapport aux précédentes. Les cordes de la guitare ne sont pas pincées ou grattées, mais frappées violemment. Des éclairs rouge sang jaillissent sur un fond noir et violacé. Cette fois-ci encore, la musique correspond aux paroles, puisqu'il est question de trahison et de mensonge. De vouloir faire confiance, mais d'être humilié de retour. D'être ridiculisé parce qu'elle était la seule à ne pas savoir. Lorsque la dernière note de guitare s'éteint dans un brin déprimant, j'entends un gars murmurer « Devinez qui ?» Je ne sais pas pourquoi, mais ça me choque. Comment peut-il dire une chose pareille? Est-ce lui qui l'a blessée? Et qui est-elle? J'écoute les chansons de nouveau. Je pense qu'elle vit peut-être à Penticton lorsqu'elle mentionne le lac Scar. Après avoir écouté le CD pour la 3e fois, je sais que je dois retrouver cette fille. Elle me comprend mieux que je ne me comprends moi-même. Je n'arriverai jamais à exprimer ma solitude avec des mots, mais elle y arrive. Elle sait ce qu'on ressent lorsqu'on est ridiculisé. Elle sait ce que c'est que de vouloir partir. Peu importe où, mais partir. Cette dernière pensée m'inquiète. Et si elle avait mis son CD dans la géocache parce qu'elle avait finalement décidé de partir? Je l'imagine faisant de l'autostop avec sa guitare et son sac à dos. Elle serait assez brave pour le faire. Une personne qui crée de la musique comme celle-là, avec des paroles honnêtes et réalistes, doit être courageuse. Il faut que je la retrouve. Mais comment? Je sors le CD du lecteur et l'examine. Aucun indice, juste ce mot, célèbre. Aucun indice non plus sur la pochette. Je me remémore la découverte dans la cache. Y avait-il quelque chose par terre, près de la souche? Pas que je me rappelle. Et le carnet dans la boîte? Ceux qui ouvrent la cache sont censés y laisser leur nom. Il n'y a aucune garantie qu'elle l'ait fait, mais c'est possible. Et comment savoir quel nom est le sien? Ce sera peut-être évident. Elle aura peut-être écrit qu'elle a laissé un CD, ou bien un des noms me sautera aux yeux. Mais il y a un autre indice. L'écriture sur le CD devrait être identique à celle de l'entrée dans le carnet, n'est-ce pas? Pas si mal, mon Zach. Pas mal du tout. Ça pourrait s'avérer avantageux d'avoir une mère obsédée par les détails. Ma mère. Je jette un coup d'œil à l'horloge. Il est trop tard pour sortir. Elle revient d'une minute à l'autre. Je vais devoir patienter jusqu'à demain. Et je sortirai, permission ou pas. Je n'ai qu'à attendre qu'elle soit partie travailler pour déguerpir. Nous avons mis 20 minutes à peine pour atteindre la cache. Je devrais pouvoir m'y rendre en moins d'1 heure à bicyclette.